Saïd a retrouvé son calme. Il regarde le jeune caporal et se surprend à éprouver du respect pour son ambition. Le roux ramasse son courrier resté sur l'herbe, le montre à Abdelkader. « T'as une lettre à poster, mon colonel ?» Le caporal fait non. Le roux remonte vers le camp avec ses lettres. Il rejoint Messaoud, qui achève d'écrire l'adresse d'Irène sur son enveloppe, appuyée sur la Jeep du courrier. Tous deux tendent leur missive aux soldats chargés du convoi. Messaoud ne peut s'empêcher de suivre la voiture sur quelques mètres, hurlant ses ultimes recommandations pour couvrir le vomissement du moteur. « Insiste bien au PC, hein. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait rien pour moi. Demande-leur de vérifier s'ils ne m'ont pas classé parmi les morts. » L'estafette au volant de la Jeep postale a approuvé en hochant la tête et s'éloigne rapidement. Sur son visage se forme une grimace de dépit. Il sait qu'il va encore trahir Messaoud, comme tous les autres indigènes. C'est son devoir, paraît-il. Cela fait plusieurs semaines qu'intrigué, il a poussé la porte du PC, surmontée de la mention « Censure du courrier ». Dans la grande salle, de nombreux soldats étaient occupés à lire le courrier des tirailleurs. Personne n'a fait attention à lui. Il a même pu faire un tour dans la pièce pendant que les tampons marqués « Censure » s'abattaient inlassablement sur de nombreuses lettres d'amour. Parmi elles, il a reconnu celle de Messaoud à Irène, grâce à une petite photo sur laquelle le tirailleur pose en uniforme gominé avec un sourire confiant. Les scrupules de l'estafette n'y firent rien. Irène ne reçut pas la lettre de Messaoud, pas plus qu'elle ne reçut les précédentes. Quant à la réponse, si on en avait une, elle ne serait pas davantage parvenue aux tirailleurs d'élite. Le front se déplace enfin. Il faut poursuivre l'ennemi, un peu plus loin vers le nord. Le campement a quitté les bords de la rivière et il ne sera plus possible désormais de trouver la moindre feuille de menthe. L'automne s'est installé. C'est une pluie drue qui s'abat sur le régiment des tirailleurs. Garde à vous dans une étroite vallée entre Vosges et Alsace. Ils sont alignés là, transis, quand ils apprennent que le QG a décidé de lancer une nouvelle offensive. Bien que les tenues d'hiver n'aient pas encore été livrées, la discipline militaire ne leur offre aucun ménagement. L'averse glaciale traverse leur uniforme depuis longtemps hors de saison. L'ordre a été donné à l'unité de rompre le dispositif ennemi pour faire la jonction avec les Américains au nord et déboucher en Alsace sans permettre aux Allemands de se rétablir. Les hommes frissonnent, trempés. Ce ne sont que reniflements et toux caverneuses. Ils découvrent, sur la pente raide envahie de brume qui surplombe leur position, les troncs noirs des sapins et l'obscurité comme un bloc solide sous les ramures serrées. Le colonel qui vient de leur lire l'ordre de mission sent bien la sourde anxiété qui s'est abattue sur le régiment. Il s'adresse à eux avec la volonté de galvaniser chaque homme, en n'en laissant aucun en arrière. Bon Dieu, ça a vraiment une sale gueule, et ce sera pire quand on sera enfoncé là-dedans. Mais on n'a pas vraiment le choix. Et dites-vous bien que ce ne sera pas meilleur pour les Boches. J'ai confiance en vous. Vous allez planter vos baïonnettes dans l'arrière-train de cet envahisseur, avant même qu'il puisse retraverser son foutu Rhin. Parce que vous êtes les meilleurs des soldats alliés. Parce que vous êtes des soldats qui libèrent leur patrie. Il a détaché chacun de ces mots
et comme un orateur qui ménage ses effets, marque un long silence, plantant son regard dans celui de plusieurs de ses soldats, tâchant de donner à chacun l'impression qu'il ne parle qu'à lui seul. Les visages ruisselants sont tournés vers lui. Il ajoute soudain « Je veux que mon régiment soit le premier à mettre le pied en terre d'Alsace, de l'autre côté de ces montagnes. Ce soir, il faut qu'on soit là-haut. » Le vent souffle sinistrement dans les grands arbres. Les hommes attendent maintenant, muets, le signal de l'assaut. Martinez regarde sa montre. Les secondes s'agrènent. Il échange un regard tendu avec les autres sergents. Et c'est soudain le même hurlement qui s'échappe de toutes ces poitrines oppressées. « En avant, yallah !» Les soldats se précipitent entre les pins, mais la raideur de la pente ralentit leur élan. Leur souffle haché se mêle au crissement des godillots qui dérapent sur les branches mortes humides. Tous luttent contre la peur, essayant de deviner l'ennemi devant eux, car ils le sentent là, tout proche, arc-bouté dans la pénombre. Soudain, les écailles jaillissent des mitrailleuses embusquées, précédant d'un battement de cœur l'assourdissant crépitement des balles à charge qui creusent, qui se fracassent contre l'écorce. Des mines explosent sous les pieds. La forêt obscure se remplit de hurlements sauvages, presque inhumains. Les chefs essaient de rassembler leurs hommes et les exhortent à continuer malgré l'affolement. Mais les soldats paniqués refluent vers la vallée, déboulant la pente à travers les futaies. Abdelkader est de ceux qui luttent contre la peur et tentent de justifier ce carnage par la nécessité d'une avancée tactique. Mais il ne fait d'abord que rajouter à la violence et à la confusion, menaçant un des fuyards de sa mitraillette. « Arrête, il faut y retourner, sinon c'est moi qui te descends. » Le fuyard est trop éperdu pour réagir. Il n'est plus que terreur. Abdelkader en saisit un autre par le col de sa vareuse et lui hurle dessus. « Où tu vas ? On y retourne tous !»« Yallah, yallah !» Il les pousse sur la pente. Les autres se mettent à hurler avec lui, rejoints par de nouveaux tirailleurs. C'est tout un groupe qui remonte à l'assaut, en criant de toute leur force, comme pour transformer la peur en héroïsme. D'autres s'engouffrent alors derrière eux, regonflés par leurs cris. Tous se ruent vers le sommet et se perdent dans l'épais brouillard. Un silence surnaturel retombe dans le sous-bois. Seule la pluie dégoutte des pins. Puis de nouveau, un déchaînement de détonations sourdes claque parmi les arbres. Les éclats de bois fusent, les balles s'enfoncent dans les chairs. Seule la brume empêche de deviner qui tire, qui agonise. Un lourd silence de mort a suscité aux affrontements, et plutôt a succédé aux affrontements. Peu à peu, le brouillard se lève, découvrant le désolant paysage des cadavres tombés sur les branchages. Les vivants errent dans cet apocalypse, encore habité par le déchaînement de la violence. Parmi eux, Martinez étouffe ses larmes. Il a reconnu plusieurs de ces hommes, de ceux dont il se sait comptable. Il y a là un des vétérans, Omar, dont le corps lourd et broyé. Le spectacle de sa dépouille est insoutenable au sergent. Ses mâchoires sont serrées à faire éclater ses dents. Remontant la pente, il continue à faire en silence l'appel de ses morts. Tout en haut, la pinède s'ouvre sur une clairière pelée, autour d'un piton noirâtre. Là, Abdelkader, sale, épuisé, mais confiant dans sa victoire, vient à sa rencontre. « J'ai pris la position, sergent. » Martinez le considère sans un mot. Ses yeux sont comme deux trous noirs dans son visage. Puis il explose soudain. « Ici, c'est moi qui donne les ordres, caporal, c'est moi. » Abdelkader ne comprend pas. Il prend sur lui décomposé. Titubant, Saïd et Messaoud débouchent à leur tour de la forêt. Ils s'approchent,
interdit du sergent, évite son regard plein de hargne. Si le caporal n'avait pas fait de zèle, Omar serait peut-être en vie. Beaucoup seraient encore en vie. Qu'est-ce qu'elles vont devenir leurs familles? Et les troupeaux au bled? Puis Martinez se reprend, ravale sa colère. Descendez dire que la section a pris la côte 906. Demandez les ordres. Les deux hommes s'exécutent, dévalant la pente glissante. Là-haut, Martinez reste seul avec Abdelkader, lui tournant le dos, concentré sur le paysage de montagne qui s'étend devant lui. Le caporal s'écroule à genoux et sanglote doucement. Une pluie neigeuse s'étend lentement sur les Vosges. Octobre passe, puis novembre. L'armée française progresse lentement et chacun de ses combats, sans être décisif, s'avère terriblement meurtrier. Les tirailleurs sont abrutis de fatigue. Ils frissonnent dans leurs vêtements d'été sales, déchirés. Les sinistres journées se succèdent avec leur lourd tribut de sang et la boue des champs de bataille pour tout horizon. Les rations sont froides. Les hommes mangent assis par terre, les membres perclus d'humidité glacée. Ils osent à peine lever les yeux de leurs gamelles, cherchant à oublier, ne fût-ce qu'un instant, tous ces morts que charrient les muletiers autour d'eux. En groupes épars, les cadavres de soldats allemands jonchent la terre détrempée, saisis dans la fuite ou dispersés en étoiles par le mortier autour des restes déformés d'une mitrailleuse. Abdelkader, Leroux et Messaoud examinent chaque paire de bottes dans l'espoir d'en trouver une qui ne soit pas trouée. C'est Messaoud qui a eu l'idée de remplacer leurs godillots en lambeaux par des bottes allemandes. Mais force est de constater que leurs ennemis ne sont pas beaucoup mieux chaussés. Leur macabre récolte n'a pas échappé à Martinez, qui la tolère cependant. Il sent combien l'enlisement affecte ces hommes, combien ils sont las de l'exposition du danger au froid, combien tous ces maux leur pèsent. Martinez grimace soudain au contact de l'alcool que Saïd appose sur une plaie béante au sommet de son crâne. « Tu n'es pas prudent, sergent. » Malgré sa douleur, Martinez a un petit sourire. Il ne résiste pas à l'envie de taquiner le grenadier dont l'attitude à son égard est devenue presque maternelle. « J'ai une bonne nouvelle pour toi, Saïd. Tu es promis première classe, mais dans la compagnie du capitaine Legrand. Du coup, tu vas pouvoir redescendre jusqu'au QG. » Saïd s'est brusquement interrompu. Il dévisage le sergent d'un regard affolé. Celui-ci éclate de rire, puis, retrouvant son sérieux, d'un air concerné, il pointe son index sur la poitrine du grenadier. « C'était une blague, Saïd. Mais il faut que tu apprennes à marcher seul. Un jour, je peux être tué. » Saïd fixe la plaie du sergent comme une preuve monstrueuse de cette éventualité. Puis il reprend ses soins en s'efforçant de cacher la détresse dans laquelle les paroles de Martinez l'ont plongé. Il est le seul ici à l'avoir jamais aidé. Il ne peut pas mourir. Cela ne se peut pas. Indifférent à la lassitude des combattants, la pluie a repris son travail de sape. Elle contraint les hommes à s'abriter comme ils peuvent, engoncés dans leurs capotes, tentant vainement de tromper froid et fatigue en pataugeant d'un pied sur l'autre dans la boue. Disséminés autour du point d'appui stratégique de leur unité, enterrés parfois jusqu'aux épaules dans de misérables fosses creusées à la hâte, ils montent la garde dans l'obscurité d'un sursaut de l'ennemi pourchassé. Obstiné, Abdelkader lutte contre l'accablement, concentré sur son manuel militaire, gondolé par l'humidité.
Il lève ses yeux vers Messaoud, qui fume en grelottant, le regard fixé sur sa capote ruisselante et sur toutes les petites rigoles qui menacent d'éteindre sa cigarette. « Tu sais pourquoi on est là ?» Messaoud le dévisage, comme s'il trouvait la question franchement stupide. « À cause des Boches, tiens. » Abdelkader fait non de la tête. Il lit. En 1830, le Dey d'Alger gifla le consul de France. Le 13 juin, 30 000 spahis français dispersèrent les 50 000 soldats de son armée et défilèrent dans Alger. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.